des fois, je me demande, mais alors, est-ce que vraiment il y a un miracle? Comment ça se fait que, bon, à un moment donné, la vie des gens arrive à quelque part? Comment ça se fait? Alors, je ne suis pas très très croyant, mais alors je dis, mais peut-être il y a quelque chose, il y a une force, soit c'est naturel, ou soit c'est d'autres choses qui nous sélectionnent et qui nous amènent ailleurs, quoi. Au départ, c'est sûr qu'on est parti pour des raisons, parce qu'on était dans un pays où c'était un pays tiers-monde, donc beaucoup de difficultés, c'était difficile à vivre pour nous. Le climat était hostile, et bien sûr, notre famille, bien sûr, c'était une famille où on était pauvre aussi, et avec dans des démêlés économiques, politiques de la Turquie, et avec nos origines propres qui sont des Kurdes, donc c'était beaucoup plus pour nous. Donc le choix d'était de partir, je crois qu'il devenait évident, quoi. Voilà, et on va arriver à Blanzac. Alors dans les premiers HLM qu'on y habitait, là, hein, on va être le premier HLM, deuxième HLM. En fait, on arrive dans des HLM, voilà, et on habitait juste là, voilà, il y a des maisons là. Voilà, mon père avait son jardin en bas. C'est quoi cette histoire avec Chantal alors? Tu l'avais rencontrée? Ben, c'était une belle blonde, et puis moi j'étais amoureux d'elle. Mais par contre, alors les parents ils voulaient pas, quoi, parce que elle voulait qu'elle soit avec des gens locaux, et puis moi j'étais le melon. Et moi je savais pas ce que ça voulait dire melon, donc, et donc voilà. Mais je restais toujours amoureux, et puis je ramassais des petits cailloux, hein, par là, j'étais par la fenêtre pour qu'elle descende. Et puis on est resté amour caché comme ça, mais seulement parce que donc c'était les parents, bon, ils souhaitaient que leur fille aille vers quelqu'un quand même de confiance, et ils ne connaissaient pas, hein. Alors, on va avancer un peu si vous voulez. Hein? Ouais. Hein? Et ça me fait vraiment plaisir d'arriver là, parce que chaque fois je pense à mon village, hein. Alors comme on n'est plus dans le village, mais là j'appartiens ici, quoi. C'est mon enfance, et alors heureusement que je dis qu'on a quelque part toujours un deuxième pays d'enfance, ça fait du bien, ça. Je vois ma mère quand il livrait du lait, là, elle venait chercher du lait. Hein, il y avait un camion de lait qui arrivait tous les matins, venait chercher du lait, donc je vois ma mère, je vois tout le monde, hein. Et tu disais quoi sur le figuier? Ah ben il est toujours là, parce que tu vois, ces figuiers là, mais ça nous faisait beau. Quand je voyais ce figuier, ça faisait un repère au pays, parce qu'il y a des figuiers qu'on avait vus à Izmir, et quand je voyais ce figuier là-bas, toujours c'était comme si quelqu'un de pays était venu ici, quoi. Ça faisait la nature du pays. C'était un soutien, au départ, parce que comme on connaissait personne, et c'était très difficile à dialoguer avec les gens sans la langue. On parlait à personne, et puis alors donc on cherchait des choses qui nous donnaient un peu de force. Et ce figuier est toujours là, toi, hein. À Izmir, quand je suis parti chez mon père, il y avait des figues comme ça, mais ils étaient un peu plus noirs à l'intérieur. Là, il n'y a pas assez de soleil, ils sont pas trop mûrs. Je vais goûter quand même, je crois que c'est sucré. C'est sucré. T'en veux? Non? Si, je veux. Bien. Mange, tu vas voir, c'est très bon. Merci. Je te jure. Dans le village, on faisait attention, les grands-pères, les grands-mères, et puis il y avait toute une génération qui on se référait. Et tout, lorsqu'on est arrivé ici, d'un seul coup, on se trouvait tout seul, on ne sait plus par rapport à quoi réagir, quoi. Est-ce qu'on était des gens corrects? Est-ce qu'on est des gens... En fait, on était devenus des gens complètement anonymes, quoi. Alors que là-bas, donc, il y avait le voisin, on comprenait ce qu'il disait.
Et puis on faisait les mêmes choses qu'eux. Mais par contre, quand on est arrivé ici, c'est une société qui était organisée différemment. Puis d'un seul coup, on ne savait plus quoi faire. On était dans la HLM où on a vu tout à l'heure. Et puis dans la terre qu'on travaillait. Enfin, moi, j'ai commencé, j'avais travaillé, j'avais 4-5 ans. Je savais travailler dans la terre. Et puis d'un seul coup, donc, on regardait les autres évoluer dans la nature. Et puis, nous, on était isolés. Mais bon, cet isolement nous a amené beaucoup plus à voir pour s'intégrer dans la société, à faire beaucoup plus d'études, à vouloir ressembler, faire des études. Աստված սիրես իմ ծնողած բարև տար Ça, c'est les maisons que tu construis là. Ah oui, 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 c'est vrai. Regarde, et ça, notre maison, il est là, c'est ça. C'est le voilà. Voilà. C'est un autre soit. C'est le début du village, ici, là, tu vois. Ça, il vient, voilà, ici, là. Ça, c'est Tache, la maison des Taches. Ça, c'est nous. Ça, c'est Ichal. Ça, c'est Gino. Gino, Voilà. ouais, ça va. Notre maison, il est là. Voilà. Oh là là, mais là, donc, tout ça, c'est notre. Voilà, donc. Avant, c'était un grand jardin, tout est clôturé. Maintenant, on a tout coupé. On a coupé tous les arbres. Donc, la maison est au milieu, donc, elle est un peu loin du village. Et puis de là, on allait à pied donc au collège du village. Et pour lycée, donc, on prenait donc encore des cars, on allait en ville. En ville, voilà. Tac, ici, voilà. Donc, on vient en ville ici, là, pour le lycée. Mais donc c'est quand même moderne. Et puis maintenant il y a tout, il y a l'internet, l'accès à internet, tout dans le village. Hein. Le PKK mène une lutte armée contre le pouvoir central turc qui a fait plus de 37 000 morts depuis 1984. À la frontière turco-irakienne, la tension reste vive. Les troupes de l'armée turque patrouillent en vue d'une éventuelle incursion militaire dans le nord irakien contre les rebelles kurdes du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Et puis les Kurdes, voilà, ils sont en train de construire leur pays ici. Donc en même temps, ça gêne un peu la Turquie. Voilà, en plus c'est une région là où il y a plein de réserves pétrolières et du gaz. Et si jamais donc les Kurdes ils sont libres, ils sont libres et indépendants, ils peuvent aussi soutenir les Kurdes, leurs Kurdes frères en Turquie, en Iran, donc tout ça voilà, ça gêne un peu ces pays donc voisins. Parce que c'est une région pétrolière, riche de pétrole et du gaz, mais ça intéresse tout le monde. En même temps aussi, il y a des eaux aussi dans la région. C'est après la guerre des eaux, donc la stratégie des eaux aussi. Parce qu'il y a le Tigre, l'Euphrate, qui démarre à partir de la Turquie, de l'est de la Turquie, qui va donc en Syrie, en Irak, et qui serait le problème aussi de l'avenir. Kassim Kurde est en plein milieu de ces problèmes. Et tous ces enjeux politiques qui est toujours intérêt, l'argent. Jusqu'ici, Recep Erdogan a toujours freiné l'armée. Mais depuis que les attentats font de plus en plus de morts dans l'armée et la population civile près de la frontière, l'opinion publique réclame des sanctions. Depuis leur base du nord de l'Irak, les séparatistes du PKK harcèlent les Turcs. Erdogan a lancé plusieurs appels au secours aux États-Unis, sans succès, même si les Américains auraient pu accorder au moins une aide militaire. Et tout ça, j'ai dit, ça crée voilà, de l'exode, ça crée voilà, des fuites de ces pays. Donc ici, il y a des clandestins, il y a des gens qui se sauvent de ces pays-là. C'est des fruits de la politique des pays qui veulent la guerre dans ces régions-là. En fonction de leurs intérêts, donc pétrole, gaz, voilà. Et c'est un peu comme ça.
Et maintenant ici, donc on se plaint, donc une politique immigration, donc comment on peut faire pour justement donc empêcher, donc s'ils arrivaient là, on va plutôt donc sélectionner donc la politique de Nicolas Sarkozy, l'immigration, pas immigration subie, immigration choisie. Donc ça veut dire voilà, ceux qui ont les moyens, qui sont intelligents, donc ils ont réussi, bon ils sont bienvenus, mais ceux qui sont pauvres, donc ils n'ont pas de moyens, mais qui restent là-bas, qui crèvent là-bas. C'est un peu ça. Et tout ça, c'est moche. Au XXIe siècle. Au nom de certaines valeurs humanistes, soi-disant défendues par ces pays encore, qui se prennent l'apôtre des valeurs progressistes. Devant une caméra. Non, je suis devant le feu pour les photos. Je t'en prie. Me dites non, on va beaucoup même marcher. Jean-Pierre. Je m'appelle Peyman Mesbahi, je suis iranien, voilà. J'ai 34 ans, je suis né en Iran, j'ai vécu 13 ans en Iran. Et puis ça fait 21 ans que je suis en France. J'ai vécu 13 ans en Iran. Les premières années de ma vie, on va dire, jusqu'aux années 79. Je suis né en 73, donc c'était des années heureuses, on va dire, les 5-6 premières années. Mais à partir de 79-80, il y a eu la révolution en fait en Iran, et donc toute la vie a changé, surtout au niveau des libertés. Donc il y a les religieux qui ont pris le pouvoir, et donc ils ont instauré une dictature religieuse. Les religieux, ils ont assassiné tous les opposants politiques. Et puis, toute la presse, tous les moyens d'expression, tout ça, ça a été contrôlé par eux. Donc, on ne pouvait plus critiquer le pouvoir, quoi. Moi, quand j'allais à l'école, il fallait que je me mette un coup de tondeuse, ne pas avoir les cheveux trop longs, par exemple, ne pas avoir de jeans ou avoir des vêtements un peu trop voyants. Et puis, par exemple, vous raconter une petite anecdote. Une fois, quand je rentrais du collège, j'ai vu quelqu'un qui a pris 80 coups de fouet pour avoir juste regardé une femme dans la rue. Donc, c'est vrai que quand on regarde ça et qu'on aspire à la liberté, voilà, on n'admet pas vivre dans un pays comme ça. Donc moi je fais partie d'une génération d'Iraniens privilégiés qui ont pu quitter l'Iran à cette époque-là, c'est-à-dire que
Mes parents ne voulaient pas que nous on grandisse dans ce pays sous la dictature. Je suis resté quand même 13 ans sans retourner dans mon pays parce qu'à l'époque je devais faire le service militaire et comme il y avait la guerre avec l'Irak, si je retournais en Iran, j'étais obligé de faire l'armée, donc partir sur le front. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui revenaient vivants du front à l'époque de la guerre. Ouais, mon identité, oui, alors c'est vrai, ce qu'on disait tout à l'heure, on essaie aujourd'hui de mettre les gens dans les cases. Peut-être c'est un moyen aussi de se rassurer, de dire voilà, ne pas peut-être chercher à comprendre. C'est peut-être plus facile pour les gens de ne pas chercher à comprendre, dire celui-là il est comme ça, celle-là elle est comme ça. Et puis je cherche pas plus loin, je vais pas de réflexion quoi. Et c'est dommage parce que justement le monde change. Il y a de plus en plus de brassage, ça brasse. Quand on parle de mondialisation, donc c'est aussi échange de culture, de gens différents. Donc forcément que les identités ont tendance à changer, à évoluer au fur et à mesure du temps. Et de plus en plus, je pense. Quelque chose qu'il faut dépasser. Oui, il faut. Alors la fierté de sa nation, bon, je sais pas. Je pense qu'on est. C'est un temps révolu quoi. C'est un temps révolu. Certes, on a sa culture, il y a forcément quelque chose qui est ancré dans chaque pays, population. Mais avec le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment parler, je pense, de nations, quoi. Enfin, des nations comme ça, qui vivent en autarcie, repliées sur eux-mêmes. Au contraire, c'est l'ouverture, quoi. C'est l'ouverture sur le monde. Donc j'espère que le nationalisme aura tendance à disparaître de plus en plus. Voilà. Pratiquement sur mon pays, jusqu'à présent, la démocratie a du mal à s'installer parce qu'on connaît plusieurs problèmes, parce qu'on vit encore à l'étape des dictateurs. On a cru installer une démocratie après la conférence nationale de 90. Hélas, on s'est rendu compte que c'était une fausse conférence nationale et c'était une fausse entrée de la démocratie parce que les gens n'ont pas encore appris ce que c'est que la démocratie. Il y a plusieurs pays qui exploitent le pétrole au Congo, mais la plus grande société en vue, en place même, qui est en tête de plusieurs situations, que ce soit politique et la direction de plusieurs affaires, c'est la société Total Fina, dont les grands patrons sont en France. Et je crois même que le déséquilibre du pays, en grande partie, c'est dû à cette société-là qui est majoritairement dans l'exploitation du pétrole du pays. Donc, en
97, il s'est passé quoi? C'est qu'il y a eu une Bon, création d'un conflit pour pouvoir remettre quelqu'un? En 97, il s'est passé vraiment quelque chose de terrible dans le pays qui a suscité une guerre civile dans la capitale politique qu'on appelle Brazzaville. Et moi, je me rappelle que j'étais en classe d'examen et on nous a arrêté les épreuves d'examen pour dire qu'il se passe des conflits entre le président en place dans le temps, qui était le professeur Lissouba, et l'ancien président Sassou. Et lorsqu'on nous a dit cela, on nous a demandé d'arrêter les épreuves. Nous, on se disait que c'était juste des moments comme ça qui vont passer. Mais je vous assure que ça a été une guerre plus que ça. On a vécu des choses jamais vécues. Moi, j'ai jamais vu comment est-ce qu'on a battu quelqu'un à bout portant comme ça. Dans les une semaine qui suivait, c'était des quartiers qu'il fallait vider parce que on est allé jusqu'à utiliser les armes lourdes, jusqu'à utiliser les armes qu'on n'a jamais vues, qui sortaient je ne sais où, pour s'entretuer entre nous. C'est vraiment dramatique. Quand j'essaie de revoir cette période de l'histoire, je me dis, est-ce que eux, en faisant ça, ils savaient que c'était la population qui devait subir? Nous, population, on n'est pour rien. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui savent les accords qu'ils ont signés. C'est eux qui savent toutes les manigances. Donc, et c'est nous qui mourrons. Eux, ils font tout. Leur problème, c'est quoi? Ils ne voient pas que c'est nous qui mourrons. C'est nous les victimes. Et où on travaille pour arranger les conditions de vie de demain, où on travaille pour détruire, parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de détruire le pays. Ils détruisent le pays. Ils se disent qu'ils vivent bien aujourd'hui, mais est-ce qu'ils voient ceux qui vont venir demain? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Parce que le but du jeu dans la vie, c'est quoi? C'est de vivre bien aujourd'hui et préparer aussi l'avenir de demain. Est-ce que eux, dans leur conscience, est-ce qu'ils se disent on vit aussi pour préparer l'avenir de demain? Ou ce n'est qu'ils sont en train de voir que leurs propres intérêts aujourd'hui? Alors c'est ce qui est très grave. C'est ce qui est très grave parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va devenir? On va se disperser là, donc on fait les dernières prières. Étant un homme politique de ma communauté rurale, uniquement dans ma communauté rurale et mon département, je me suis retrouvé d'une popularité innée par la population et j'étais tout le temps contre la mauvaise gestion des politiciens de ma commune. Et que de là, je les ai fait la merde, ils ont essayé de me tuer plusieurs fois, en faire m'accuser de tout, quoi que ce soit, ça n'a pas marché. Et que la seule solution, c'est de faire payer des voyous pour me tuer. Et donc là, ils avaient failli réussir. Là que des copains
nationaux ont su le danger que je courais, ils m'ont fait quitter le Sénégal comme ça, me retrouver à Bordeaux, à l'université de Bordeaux pour une formation de perfectionnement. Mais c'était quelque chose qui était inné et que je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Mais c'était le vrai objectif de me faire quitter pour ne pas qu'on me fasse tuer. Et on verra après. De là, j'ai compris que c'était vrai. Et j'ai fait une croix à tout, quoi. À ces politiciens, à ces ministres, à ces députés, à même l'aide qui m'ont fait venir là. J'ai quitté l'école. J'ai dit, je m'emmerde parce que je n'ai pas besoin d'être un directeur de foyer de jeunes de quoi que ce soit. Je m'en fous. J'arrête tout, quoi. Je m'en fous du Sénégal, j'arrête, je reprends ma vie. C'est ainsi que j'ai quitté l'école. Allant à Cognac, voulant aller à Cognac chez un fils d'un ami, je suis venu, j'ai pris le billet pour Cognac, Bordeaux-Cognac. D'arriver à Angoulême, il y avait une correspondance dont un cousin m'a reconnu et j'ai refusé qu'il me reconnaisse parce que mon cas était multiforme. Il y avait question de clan, question d'ethnie, question de race et question politique. Et chacun de ces gens-là, ceux qui n'ont pas réussi m'ont donné la responsabilité parce qu'ils m'en voulaient. Donc, que ce soit côté clan, côté ethnie, côté race et côté politique. Donc, soit c'est l'un ou c'est l'autre. J'ai tout le temps une permanence de problèmes vis-à-vis d'un cas. Soit c'est au niveau de l'ethnie, au niveau de la race, au niveau de la politique, ou au niveau de l'administration. Donc, moi, en réfléchissant à ne pas mêler quelqu'un dans mon problème, j'ai dit que je m'en fous de tous mes cousins qui sont en France. Personne ne me connaîtra. Et malheureusement, on m'a reconnu. Et avec les tractations, ils n'ont pas cédé. Et ils m'ont fait venir mes petits cousins, mes soeurs, mes demi-sœurs. Et que sous le mission, j'ai cédé. Après, je dis que bon, je ne loge chez personne, je prends un hôtel. J'ai de l'argent. Moi, d'accord. J'ai pris l'hôtel 3 jours et j'essaie à me convaincre. Mes soeurs et tout, je suis venu en ce moment, je me suis laissé tenter. J'ai dit, bon, si vous me laissez me débrouiller et que vous n'informez personne au village où je suis et où je loge, sauf ma femme, je sais, je la pourrais à la téléphone, l'écrit, elle sait comment je fonctionne. Personne d'autre. Même mon frère, moi, d'accord. On a signé ça, on a juré. On a même posé le Coran pour dire que vraiment aucun ne va trahir. C'est de là que j'ai quitté l'hôtel pour aller chez un de ses cousins. Il m'a dit, mais tu vas chez qui? J'ai dit, je voulais chez qui? Il m'a dit, non, tu réfléchis. Et en ce moment-ci, j'ai quitté. Je suis venu, j'ai choisi le moins correct quoi, de la famille et qui habitait là, en face de la gare. Je ne savais même pas où il habitait. J'ai dit, bon, je vais loger chez tel. Ils m'ont dit, bon, d'accord, on descend, on va chez lui. En descendant de l'hôtel Terminus, j'étais juste en bas au rez-de-chaussée, en face de la gare. C'était sur place. J'ai monté chez lui, c'est ainsi que j'ai logé chez lui et j'ai commencé mes démarches administratives. Voilà. Et pourquoi on t'a tiré dessus quand tu étais en Casamance? C'était tout simple parce que j'étais un élément dérangeant pour les hommes politiques de ma communauté rurale, de mon département. Et quand on m'a coopté pour la communauté rurale et que je suis dans le milieu politique, je comprenais les détournements, les mauvaises gestions, leur politique politicienne, uniquement ils sont là pour leur intérêt à eux, c'est pas l'intérêt des paysans, l'intérêt des citoyens, c'est l'intérêt des pauvres, non, c'est leur intérêt à eux. Ils n'étaient que là qu'à quelques 5-6 mois des élections pour raconter n'importe quoi. Et à ma présence au niveau politique, ça les dérangeait parce que je les dévoilais, je les démasquais et je disais que c'était que des mensonges et le budget était mal exécuté, tout ce qui allait autour de tout ce qui mentait pendant plus de 15 ans, j'étais là pour les démentir et à l'appui. Et cela maintenant, ça allait d'année en année, de mois en mois, ils étaient mal cotés. Il y avait d'autres personnes qui défendaient les mêmes idées que moi, donc je n'étais plus la même personne, la seule, dans toutes les zones différentes. Ce n'est pas uniquement dans ma communauté, c'est devenu général et que j'ai puisé vraiment la peine d'aller dans d'autres milieux, dans d'autres lieux, et m'entretenir avec des gens pour dire que c'est plus comme ça qu'on refuse et que nous œuvrons tous pour l'intérêt du département, l'intérêt de la communauté rurale. Donc pour eux, il fallait m'accuser de rebelle, d'opposé, d'organisateur de malveillants, de troubles publics. Et de là, des années en années, ça n'allait pas, donc ils ont tenté à m'impliquer dans des trucs pour me faire arrêter, et ça n'a pas marché.
Et après, c'était des agressions. Et à la fin, c'était payer des voyous pour nous tuer. On n'est pas immigré ici parce qu'on le veut, parce qu'on est obligé. Si on avait l'argent, on avait le moyen de vivre chez nous, je donne un exemple. Moi, j'ai gagné par exemple 300 € au Sénégal avant que j'installe là. Il y a beaucoup d'immigrés. Et avoir ici 3 000 €, je préfère les 300 € de chez moi que les 3 000 € d'ici. Il est plus beau chez nous avoir de l'argent que de là. Là, même quand de l'argent, tu es enfermé, tu es obligé de travailler autrement. Mais quand tu es chez nous, tu as de l'argent, ça bouge. Tu vis. Et juste à côté, regardez cette petite chose. Je suis sûre que c'est une maison qu'il y a plein de gouttières. C'est les tuiles de préfabriquées plein d'amiante. Je viens avec l'histoire de mes maisons en France. Il y a maintenant les rapports d'amiante. C'est une chose que je ne connaissais pas. Et la maison qu'on prend, elle a d'amiante. Et quand je vois dans les photos qu'est-ce que c'est, où on trouve d'amiante, toutes les maisons, c'est-à-dire parce que c'est les produits les moins chers, c'est les préfabriqués, une histoire comme ça. Et c'est voit une à côté de l'autre. Je ne sais pas où travaille ce métier-là, ou de quoi il vit, mais ce n'est pas de 20 $ par mois. Par contre, celui-là, facile de 10 $ par mois, ou peut-être sans rien. C'est là où on voit les grosses... Et c'est pas qu'il y a un quartier là, tout beau, et un quartier là, tout moche. Non, c'est dans les mêmes quartiers, on voit les grosses différences comme ça. Et c'est surtout dur psychologiquement passer ma vie à faire des boîtes de fromage. Je suis à la boucheuse, c'est-à-dire les boîtes arrivent comme ça, je fais que ça. Ça peut changer le nombre de caisses par carton, mais je sais que c'est l'argent là. Passer 8 heures à faire ça, on finit la journée. Peut-être que quelqu'un d'autre ne peut pas déranger. Moi, je le fais pour les 1 000 € par mois. C'est le SMIC. Ouais. Il n'y a pas une autre chose derrière. Non. Et tu arrives à respirer quand même pendant le travail ou ça te... Non, ça t'abétit quoi. Oui, j'arrive à faire des dépressions. C'est-à-dire, vous m'avez pris dans les bons moments. Mais juste la semaine avant que tu m'avais téléphoné, j'étais au lit. C'est-à-dire, je faisais que travailler. Je rentrais du travail et il n'y avait pas envie de rien. Oui, psychologiquement, ça me travaille énormément. Il y a trop de choses derrière. Il y a que la vie sociale dedans, c'est pas agréable, parce que c'est une usine, il va avoir tout le temps des ragots, parler mal de... Tout le temps, on va trouver une raison pour parler mal de quelqu'un. Ça ne me plaît pas du tout. Une. Deux, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant dedans. Rien. C'est juste une production. Il faut que quelqu'un le fasse, je suis bien d'accord. Mais moi, j'ai passé 5 ans à l'école. C'est-à-dire, j'ai passé toute ma vie à l'école pour faire quelque chose de bien. Mais mes parents ont fait trop de sacrifices pour ça. C'est-à-dire, j'étais en fac. Mais mes parents ne mangeaient rien pour que je puisse avoir l'argent minimum de transport pour pouvoir arriver à la fac. Histoire qu'après que tout le monde a sacrifié son temps, sa vie à ça, et tu te trouves en train de faire des boîtes de fromage. Comme on dit, jamais on croit les choses que quand on l'expérimente pour soi-même. Je sais, mon frère, il a que 22 ans, il est à Cuba, et je le parle, et je lui dis del bonheur qu'il a de rester à Cuba. Mais bon, il ne comprend pas. Il veut sortir. Et par exemple, ça me va faire comparer. C'est qui a raison. Parce que tu lui dis quoi pour... À mon frère, je veux qu'il reste dans l'île. Parce que pour cette vie sociale qu'il n'appelle pas, et pendant je vais avoir la force de travailler pour lui envoyer l'argent pour qu'il vive. Pourquoi il va sortir? Il ne peut pas me dire qu'il lui manque quelque chose. Il a une vie différente. Je pense qu'il est plus heureux là-bas qu'ici. D'ici, de toute façon, il va arriver là.
Il vient juste d'avoir son bac, sa licence en éducation, c'est-à-dire il est professeur de collège. Il travaille comme professeur à Cuba. Il va arriver en France. Il ne parle pas français, il faut qu'il commence pour ça. Après, il faut qu'il se fasse un permis de conduire. Et après, il faut qu'il travaille dans une boîte de fromage. Parce que pour entrer à l'éducation nationale déjà, il faut qu'il ait la nationalité. Comment il va avoir la nationalité si déjà il n'est pas marié avec une Française? Histoire que... pour lui, mais ça, il ne le comprend pas. Il veut sortir à n'importe quel prix. Mes beaux-frères ont été là-bas maintenant. Et Raquel, comment on pourra faire venir ton frère là? Je parle, non. C'est qu'un frère. Hein. Il n'y a aucune loi qui me soutient derrière pour le faire venir. Aucune. C'est un frère, tu n'as pas besoin de cohabiter avec ton frère. Ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ton mari. Ça ne marche pas. Hein. Tu disais tout à l'heure que tu veux pas que ta fille, tu voulais pas que ta fille grandisse à Cuba en fait. J'ai un grand dilemme dans ma tête. Je ne veux pas qu'elle grandisse à Cuba, je ne veux pas qu'elle grandisse en France. En France, il y a le problème d'une société de plus en plus bizarre. Chacun chez soi, chacun est en train d'avoir plus de chaussures, de bêtises. Et à Cuba, il y a le problème de la misère déjà. Économiquement, si on va tous les trois là-bas, je peux rentrer en poste. Christophe, il est un chauffeur, il va gagner le SMIC. Et oui, on va avoir un revenu de $30 par mois. Ça va être trop dur pour la petite en même temps. Mais par contre, elle va avoir un partage social énorme, une richesse différente à celle qu'elle peut avoir ici. Humainement? Humainement, c'est différent. C'est-à-dire, à Cuba, il y a le problème économique, mais humainement, on est mieux. On est mieux. On vit en communauté parce que cette misère aussi a fait que si j'ai l'aspirine et mon voisin l'a pas, je lui donne l'aspirine. Si j'ai besoin tu frappes la porte, si tu n'as pas de sel, tu vas trouver le sel chez les voisins. Et si tu n'as pas de sel, tu vas au supermarché. Personne ne va avoir l'idée de frapper la porte d'en face. On a besoin des autres, quoi. Oui, à Cuba, l'histoire d'avoir besoin. À Cuba, à différence de cette phrase-là, on s'en sort merci à ce charisme, cette histoire d'entraider. Peut-être je vais être jaloux de toi, peut-être. Mais si tu as un problème, je vais être là pour t'aider. Quand il y a des problèmes, tout le monde va oublier les différences, tout le monde va s'aider. Ça arrive des voisins de garder quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un à l'hôpital, un voisin. Revenir un peu à toi, tu peux me raconter quel temps t'as mené jusqu'en Iran? Des vents très turbulents, on va dire. Parce que c'est vrai que quand tu voyages, ça fait en quelque sorte une initiation, quoi. Et à partir que tu voyages, c'est quelque chose toujours, en fait, toujours de nouveau qui arrive. Il y a, on va dire, un changement constant, quoi, une trouvaille, quoi. C'est quelque chose que ça touche en fait toujours
la communication, la rencontre. C'est le changement. C'est le fait de voir d'une façon complètement différente ce que tu es habitué à regarder tous les jours. Je suis parti au Chili très, ado, 18 ans. C'est vraiment intéressant quand tu dis qu'on a peut-être rompu entre ce rythme naturel et, voilà. et notre rythme à nous, qu'on se place plutôt en observateur maintenant. Je pense bueno, que ça c'est une évidence. Hein, tous les, en quelque sorte, cette dépression qu'on vit. C'est vrai qu'il y a plein de paramètres qui jouent. Le fait que la Terre aussi ça fait plus petite et maintenant on est conscient de. Avant, on avait les problèmes de la maison, on avait les problèmes de la tribu, voilà, cool, quoi. On a rangé ça. Et maintenant, se sentir un peu conscient de qu'on suit une guerre par télévision, et qu'on voit les problèmes qu'il y a à côté et de l'autre côté. Et après aussi, et on voit que même ce qu'on ne peut pas... qu'on peut se sentir pas responsable de ça, on est concerné et ça nous touche. Il y a des choses... Bon, je ne vais pas être fataliste, mais je pense qu'il faut à notre niveau être responsable, à notre niveau, je dis, de notre environnement. Maintenant, on peut, en même temps qu'on voit tout ce que ça se passe dans le monde, en même temps, on peut apprendre de ça aussi. Et les choses, ils arrivent pour une raison, quoi. Hein. C'est pas parce que nous, on ne trouve pas la raison qui n'existe pas. Tout est lié en quelque sorte à des effets de la nature dans lesquels nous on participe, quoi. Enfin, on participe, quoi, en fait, en quelque sorte. Moi, l'accident m'a donné l'impression de pouvoir regarder mieux ma façon de vivre, en fait. Ça m'a donné un arrêt dans ma vie dans lequel j'ai pu regarder mieux où je me trouvais, quoi. Et on peut dire que c'est une chance, quelque part. Parce que on peut vivre aveugle toute une vie sans avoir aucune souffrance corporelle, dans mon cas, et mourir de cette façon, quoi, en fait, en avoir l'impression d'avoir jamais vu. Salut. Bravo.